en apportant cette démarche culturelle, la responsabilité culturelle des entreprises, quelque chose qui est né assez récemment en complément de la responsabilité sociale et environnementale. Mais cette responsabilité culturelle est de plus en plus prégnante et d'alimenter les collaborateurs, pas uniquement dans leur manière de manager, leur manière de vendre, etc., mais les nourrissant pour qu'ils soient plus forts et plus créatifs. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient mythe. Un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galeristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Borna Scognamiglio, je suis le PDG et fondateur de Vinteman & Co. Et ça, c'est Rosso Antico. Édouard Chalmel-du-Rosier, bonjour. Bonjour Bernard. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, je suis très content de vous recevoir sur Rosso Antico. On continue notre aventure et dans la découverte de l'écosystème du marché de l'art. Et aujourd'hui, on a donc pour nos auditeurs le PDG de Bayard, qui est une entreprise phare, je pense, de l'écosystème. Mais Édouard, la meilleure personne pour nous en parler, c'est vous. Donc, la première question que je vous pose, c'est de vous présenter. Merci. Donc, Édouard Chalmel-du-Rosier, j'ai 41 ans, j'ai fondé Bayard il y a 15 ans avec cette volonté de faire un pont entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise. Et je crois que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Pour démarrer, pourquoi l'art? Qu'est-ce que suscite votre intérêt pour l'art et comment le décliner avec ce que vous faites aujourd'hui avec Bayard? Alors, à l'origine, c'était difficilement imaginable de pouvoir concilier mon travail et l'art. L'art est quelque chose qui m'a toujours nourri depuis tout petit, parce qu'on a été sensibilisé à ça familialement assez tôt. En revanche, j'avais pris une orientation école de commerce vers une voie beaucoup plus classique. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon ancien associé, Renaud Sudre, qui avait cette idée de créer un pont entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise. On était au stade de l'idée, il avait envie de monter cette activité, mais pas de le faire tout seul. Et du haut de ma petite expérience et de mes 25 ans à l'époque, j'ai rejoint l'aventure et nous avons monté ensemble Bayard. Bon, c'est plutôt pas mal. Et est-ce que vous pourriez justement nous dire un peu, bien nous présenter pour nos auditeurs, qu'est-ce que Bayard et sa mission et sa vision pour les années à venir? Alors, Bayard, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre mission initiale est de créer des ponts entre deux univers qui ne se parlaient pas ou peu, entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise. L'idée, c'est de se faire parler ces deux mondes pour qu'ils se nourrissent et s'apportent les uns aux autres. Donc, on a d'abord créé Bayard Leasing avec cette solution de financement d'œuvres d'art pour les entreprises qui permettent aux galeries d'accéder à cet univers des entreprises en finançant, en louant les œuvres d'art à des entreprises. Ensuite, quelques années après, on a créé Bayard Project, où là, globalement, plus largement, on cherche à faire rentrer l'art dans l'entreprise avec des projets artistiques, des expositions itinérantes, des expositions qui vont tourner. Quand le leasing est plus orienté sur une œuvre ou deux œuvres importantes, Bayard Project, plus globalement, essaye de diffuser l'art au plus grand nombre dans les entreprises. Après, nos atouts a été notre constance dans notre discours et dans notre travail, c'est-à-dire beaucoup de rigueur, une volonté d'être toujours au service d'eux et pas dans le marché. Donc, le leasing nous a permis de grandir sur ces bases-là et de construire Bayard Project, où là, quand le leasing, on est vraiment côté galerie et marchand et maison de vente, c'est-à-dire qu'on propose cette solution-là pour les clients des galeries, des maisons de vente et des marchands. Alors que Bayard Project, on va voir les entreprises et on essaye de faire émerger des projets qui pourraient répondre aux problématiques classiques de l'entreprise, les problématiques RSE, managériales, et en se disant que l'apport de l'art peut être un soutien
et un supplément d'âme qui va aller plus loin que ce que souhaitent, basiquement les entreprises. Donc on va vers ces entreprises, on va faire émerger ces projets-là et ensuite on fait intervenir les galeries, les marchands, les curateurs, on fait intervenir le marché dans ces, et les artistes surtout, parce que tout ce qu'on fait tous, c'est quand même au service de l'art et des artistes. Génial. Et aujourd'hui, quand on parle donc de leasing, juste pour bien contextualiser et situer donc votre cœur de métier, on parle bien de quelle typologie d'art? Alors ça peut être tout type d'œuvre. Nous, on travaille avec, tout le marché, les galeries, les maisons de vente, les marchands et ça va aller du précolombien jusqu'au super contemporain. Ça va être tout type d'œuvres qui vont avoir, un intérêt pour, l'entreprise et qui va vouloir, faire entrer ces œuvres dans leurs murs. Ah, génial, OK. Donc en fait, ça veut dire que ce n'est pas simplement lié à du contemporain, mais vous traitez aussi de l'ancien. Non, exactement, on a cette, très grande chance de pouvoir faire, un grand écart gigantesque dans le marché où on rencontre, tous les acteurs, aussi bien, de l'art ancien que de l'art contemporain et pouvoir les faire rentrer dans les entreprises que sont nos clients. Ah bah, très bien. Alors ça m'intéresse énormément parce que vous savez que donc vous êtes sur Rosso Antico et Rosso Antico, on cherche plutôt à «défendre» entre guillemets la cause de l'art ancien, vis-à-vis de l'art contemporain sans qu'il y ait forcément d'affrontement ou de confrontation. Mais voilà, nous avons choisi notre côté de la tranchée. Et donc, je voulais juste savoir au niveau du format du service donc de leasing, aujourd'hui, les avantages pour l'entreprise, on peut les énumérer dans quel ordre? Alors, le leasing, c'est notre ligne depuis le départ. Il faut qu'il soit au service d'une passion et une volonté artistique de faire rentrer l'art et la culture dans l'entreprise. Le leasing est un moyen financier et fiscal, intéressant. Financier parce qu'il permet d'étaler la charge dans le temps et fiscal parce que l'achat d'une œuvre d'art pour une entreprise ne peut pas passer en charge. Alors là, c'est très comptable et pas très sexy, mais l'achat d'une œuvre d'art n'est pas, amortissable. Alors que la location, elle, vient passer en charge, donc diminue, l'impôt des sociétés, des entreprises clients. Mais, ça reste un moyen au service d'une volonté et on se tient enfin, c'est important pour nous qu'il y ait cette démarche-là, aussi bien que se tenir éloigné de la démarche spéculative. Il y a pas mal qui essaient d'intervenir sur ces sujets-là, de faire de l'art un investissement en espérant avoir un rendement. Certains y arrivent avec beaucoup de talent. Nous, on se tient assez éloigné de ces sujets-là en essayant de mettre au cœur de nos préoccupations plus la culture et la volonté de s'entourer de beau et de choses qui remuent un petit peu, qui bousculent, qui changent. Super. Et ben justement, si on voulait définir, le terme, collectionnisme, donc la manière dont on collectionne aujourd'hui et aussi, demain, comment vous le définiriez? Alors il y a différents enfin, il y a autant de collectionneurs que de manières de collectionner. On peut dire qu'il y a 2 grands types aujourd'hui de clients. Il y a les collectionneurs avertis qui connaissent le marché de l'art, qui connaissent l'histoire de l'art et qui achètent, par passion. Ceux-là, on leur apporte un moyen de faire rentrer l'art et leur passion dans leur mur, parce qu'on passe plus de temps au bureau qu'à la maison. Donc on nourrit, on alimente cette passion-là. Et il y a un autre type de collectionneur, qui découvre cet univers-là, qui a une c'est des chefs d'entreprise dont l'activité marche bien et qui commencent à s'intéresser, se tourner vers ce type de sujets, qui sont souvent initiés par un contexte, par des amis et cetera, mais qui sont des nouveaux collectionneurs avec cette, nouvelle manière de «consommer» entre guillemets, qui est l'économie de circulaire. C'est-à-dire que, on se dit qu'on va avoir une œuvre en location pendant un temps, on va avoir la possibilité de la racheter si on le souhaite, mais on va avoir la possibilité d'en changer régulièrement, pour découvrir plein de choses différentes ou, pour, nourrir les collaborateurs de nouveautés, les initier à plein de choses différentes. Donc on a vraiment 2 types de clients, des clients qui vont vouloir alimenter une collection d'entreprise et d'autres qui vont avoir une démarche plus d'alimenter un échange et cultiver l'environnement de travail. D'accord, donc en fait, on passe, je dirais presque d'un investissement, financier dans l'art à un investissement social et culturel pour soi-même et pour, tous les collaborateurs de l'entreprise. C'est un peu ça aussi le but? Exactement, l'un n'empêche pas l'autre et les 2 sont assez poreux, mais c'est exactement ça, c'est ces 2 démarches. Il y a une volonté pour une partie significative de nos clients d'acquérir à la fin les œuvres, qui
ils fassent partie du patrimoine de l'entreprise, tout en nourrissant et cultivant ses collaborateurs, en apportant cette démarche culturelle, la responsabilité culturelle des entreprises, quelque chose qui est né assez récemment, en complément de la responsabilité sociale et environnementale. Mais cette responsabilité culturelle est de plus en plus prégnante et d'alimenter les collaborateurs, pas uniquement dans leur manière de manager, leur manière de vendre, etc., mais les nourrissant pour qu'ils soient plus forts et plus créatifs. Super. Je pense que ça donne aussi, au vu de la mission que la culture a dans nos vies, ça permet aussi après d'essaimer le message culturel des œuvres auprès des familles, sensibiliser les enfants. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux, j'imagine, qui permet à tout le monde d'y gagner. Exactement, c'est peut-être faire tomber la barrière du côté vertigineux du marché de l'art que ça peut être pour certains qui n'ont pas eu les codes ou les clés de lecture au démarrage, de donner accès à ça pour se nourrir et s'alimenter, sans rien enlever à l'exigence. C'est-à-dire que c'est comme tous les sujets artistiques, le cinéma, la littérature, etc. Ça demande à un moment un peu de travail et d'exigence, mais enlever ce côté inaccessible. On a une entreprise avec laquelle on travaille depuis plusieurs années qui a une démarche assez intéressante. C'est un fonds d'investissement où 3 associés sélectionnent une dizaine d'œuvres chaque année qui vont être exposées dans l'entreprise et chaque collaborateur de l'entreprise va pouvoir voter pour l'œuvre qu'il préfère. Et l'œuvre préférée est achetée. Et c'est des œuvres assez significatives et importantes dans le marché, avec des budgets assez importants. Mais la première approche, elle est simple, d'une découverte pendant une soirée de ces 10 œuvres qui sont présentées. Alors les artistes et les galeries qui poussent, ces œuvres sont présents à cette soirée-là pour expliquer le travail de l'artiste, expliquer le contexte de l'œuvre dans l'histoire de l'artiste et c'est les nourris de cette soirée-là qui vont voter pour l'œuvre qu'ils préfèrent et à la fin, l'œuvre est achetée. Alors c'est 1 ou 2 œuvres, chaque année. Ils ont comme ça constitué une collection qui devient qui commence à prendre de l'importance avec une vingtaine d'œuvres d'artistes, assez importants de l'histoire de l'art entre l'après-guerre et aujourd'hui. Ok, pas mal, pas mal. Et alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un certain équilibre entre les achats slash location d'œuvres d'art contemporains et anciens, où il y a quand même un déséquilibre? C'est selon le goût des chefs d'entreprise. Quelle est un peu la tendance aujourd'hui? Et surtout, est-ce que le marché de l'art ancien, il tient encore un peu debout ou bien il doit succombre au marché de l'art contemporain? Malheureusement, la plus grande part de notre activité se porte sur l'art contemporain. Je dirais que c'est bien 80 de notre activité. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour, une grande partie, c'est les chefs d'entreprise qui démarrent une collection ou, qui alimentent un début de collection et cetera. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, on croit profondément que pour arriver à l'art ancien, il faut aller sur des choses plus accessibles, plus faciles. Quand on est nourri aujourd'hui dans la presse et cetera, dans le cinéma, on est beaucoup plus notre œil est beaucoup plus éveillé à l'art contemporain donc c'est plus facile pour, des collectionneurs de démarrer par ça et j'ai bon espoir que, ils viendront vers l'art ancien. Mais votre activité a un sens et un avenir que souhaite radieux parce que c'est indispensable que ça revienne un peu plus, l'art ancien pour justement ce qu'on disait tout à l'heure, il faut se nourrir du passé pour, pouvoir aller à 2 pieds, vers l'avenir et il manque un petit peu de cette culture-là aujourd'hui et ça viendra, mais il faut qu'on bosse tous pour y parvenir. En fait, de manière générale, vous accompagnez donc les entreprises. Comment vous cherchez à raconter, à mettre en valeur l'histoire de n'importe quelle œuvre, donc n'importe quel domaine artistique, mais comment racontez-vous, comment créez-vous de l'émotion pour qu'il y ait une intention d'achat? Alors là, on est dans la partie Bayard Project, c'est un travail de fond qu'on fait avec toutes les entreprises avec lesquelles on engage une action. On a récemment accompagné un promoteur immobilier qui cherchait dans la veine d'un immeuble, une œuvre, à introduire l'art dans ses projets. Il y avait cette idée-là, enfin, on a fait émerger cette idée-là de dire que l'art serait un bon vecteur de communication et d'image. Mais comment on va un cran plus loin dans la démarche globale? On a fait venir à toutes les étapes du
projet de promotion immobilière des photographes qui sont intervenus pour le début du chantier, le milieu du chantier et la fin du chantier. Et comment sortir de la simple photographie? Il y a une implication de tous les ouvriers pendant les étapes et les jours de prise de photographie pour leur expliquer ce que c'était que la photographie, la différence entre la photographie de presse et la photographie d'art et comment la photographie aujourd'hui, la photo est partout et n'importe qui croit pouvoir être photographe et comment elle devient comment elle prend une dimension artistique et un regard artistique dans l'œil de celui prend la photo et surtout dans l'œil de celui qui la reçoit et qui va ensuite comprendre pourquoi telle photo a été créée, pourquoi cette image en termes esthétiques, en termes d'histoire, en termes presque fantasmagoriques parfois, euh, rassemble ces trois dimensions et prend une dimension artistique. Et c'est ça qui a été intéressant, c'est de nourrir des personnes qui venaient d'horizons totalement différents. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'ouvrier qui va trimballer de la terre dans des brouettes au promoteur immobilier et les trois deviennent aussi, enfin, se retrouvent au même niveau face au discours de l'artiste qui va expliquer d'où il vient, comment, pourquoi. Et c'est ça qu'on veut faire et qu'on veut transmettre. C'est justement apporter cette dimension supplémentaire, se rendre compte que tout ça n'est pas si compliqué. Il faut juste s'y intéresser, passer un peu de temps et s'ouvrir simplement à cette nouveauté. Et donc, c'est ce travail-là qu'on essaye de faire avec ces entreprises-là. Et ce projet était magnifique puisqu'il s'est même terminé par une vente aux enchères des œuvres avec tout le réseau du promoteur immobilier au profit d'une association, les Bureaux du Cœur. Et donc, ils apportaient une démarche supplémentaire où les artistes ont fait don des photos pour ce projet-là. Donc, c'est vraiment un projet global qui a nourri tout le monde. Les ouvriers étaient là à la vente aux enchères et tout le monde avait l'impression d'avoir participé à la création de ces œuvres-là. Les artistes étaient heureux et fiers d'avoir nourri tout le monde de leur travail et aller jusqu'au bout à une vente aux enchères pour une belle œuvre. Bah, c'est génial. En tout cas, ça permet de démontrer que l'art, la culture rassemble. Et c'est un peu la mission qu'on doit se donner tous, de rassembler et ne pas diviser, de ne pas être clivant. Même si parfois, l'art peut être clivant en tant que tel, ça peut créer des émotions, ça peut même perturber. Mais au fond, le message, c'est un message d'union dans la différence de tous les esprits, de tous les goûts que nous tous pouvons avoir. Exactement et revenir à ce goût du débat, c'est-à-dire qu'évidemment, on a le droit de pas être d'accord, évidemment, on a le droit de pas aimer les mêmes choses, évidemment, on peut être choqué de certaines choses et de pas d'autres, mais confrontons ces idées-là avec passion, mais sans animosité et fondamentalement, on sait que la culture apporte ça, c'est ce goût de entre guillemets «l'ignorance», c'est-à-dire ne pas savoir et un pas vers la connaissance. Tout à fait. En tout cas, c'est un très beau message. Et pour continuer, Édouard, je voulais vous demander, vous qui êtes donc en fait un plan cœur de l'écosystème, aujourd'hui, comment envisagez-vous l'avenir du marché de l'art? Quels sont les éléments clés à retenir dans le contexte actuel? Est-ce que vous pourriez nous donner des chiffres marquants, des retours d'expérience? Le marché de l'art, traverse une période qui est pas facile à plusieurs titres. Le covid a fait peur à tout le monde. Finalement, il y a eu une période d'euphorie post-covid qui a été assez extraordinaire pour le marché, mais anormale. C'est-à-dire que ça a été vraiment une parenthèse d'euphorie avec une petite correction qui suit toujours les périodes d'euphorie qu'on traverse aujourd'hui. Donc pour les acteurs solides, il y a une correction, une croissance qui n'était pas celle, espérée suite aux 2 dernières années. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la vie de l'économie et certains ont beaucoup souffert, cette dernière année. C'est les 12 derniers mois. Certaines galeries souffrent beaucoup, parce que celles qui sont solides, qui peuvent, laisser passer un peu l'orage, résistent sans difficulté, alors que d'autres qui étaient plus fragiles souffrent, en ce moment. Donc on a une période, un peu d'incertitude. Certains ferment, d'autres, espèrent ne pas fermer, mais le contexte est compliqué. Les 3 de les 3 derniers mois vont être assez déterminants, cette période d'avant Noël, enfin toutes les grandes foires, les grandes ventes et cetera, nourrissent beaucoup d'espoir pour certains et pour nous aussi, pour eux, en espérant que cette période-là se passe, plus favorablement
que les derniers mois. Ça, c'est vraiment du très court terme. À moyen terme, le marché évolue pas mal. Le marché des galeries d'art est un peu en cours de transformation. Ces 10 dernières années, on entend tout et son contraire de la galerie avec pignon sur rue, c'est bientôt terminé. En même temps, les grandes galeries investissent les beaux quartiers avec des espaces de plus en plus incroyables. Les maisons de vente aux enchères, de plus en plus, développent aussi cette partie-là, de corner et cetera. Donc j'ai pas de boule de cristal, mais la tendance est quand même, en tout cas pour les grands acteurs, plus à réinvestir dans des endroits assez extraordinaires, avec la recherche de sujets un peu plus hybrides, avec à la fois la galerie traditionnelle telle qu'on la connaît et en même temps des espaces, un peu plus, mixés où on va retrouver de la littérature artistique, où on va avoir, des shops, un peu, brandés, marketés, un peu plus hype et pour attirer un autre type de clientèle que celle qui a l'habitude du White Cube et cetera. Donc on a une petite transformation comme ça qui est pas inintéressante. Vraiment un peu, mix, concept store, galerie traditionnelle. Après, le contexte géopolitique épouvantable dans lequel on est forcément anxiogène pour tout le monde. C'est pas très réjouissant. Non, non, mais c'est une question de réalité. On enregistre, on est à la mi-octobre 2024. Évidemment, on vit des temps qui sont quand même très tendus, mais c'est vrai qu'il faut chercher à rester Optimiste. et regarder le futur toujours dans des aspects positifs. J'avais une question par rapport donc, aux galeries qui pourraient être en difficulté. Est-ce que c'est parce que, à votre avis, c'est parce qu'elles n'ont pas su justement se réinventer ou peut-être elles ont fait des surinvestissements lors de l'euphorie post-Covid et maintenant il y a un coup de fouet, un coup de ricochet et qu'ils n'ont pas su voir venir. Quel est votre point de vue? Je ne sais pas si j'arriverai à avoir une analyse, aussi fine. Le marché des œuvres entre 5 000 et 100 000 € souffre beaucoup en ce moment à cause de ce contexte d'incertitude, dans lequel on est. Oui, on parle toujours donc du mid-market. Vraiment, c'est là où ça souffre le plus. Bah, c'est cette partie-là qui souffre le plus et c'est cette tranche où les galeries, sont les galeries qui n'ont pas pu thésauriser suffisamment les années précédentes parce qu'elles ont des frais de fonctionnement, elles ont la multiplicité des salons et cetera qui font qu'elles ont quoi qu'il arrive un équilibre, pas précaire mais, un équilibre fin, qui fait qu'en cas de baisse d'activité, là, c'est très compliqué. Et quand vous nous parlez de la transformation, est-ce que la transformation digitale fait aussi partie du lot? Et justement, est-ce que ça peut permettre aux galeries, même aux plus réticentes, de pouvoir effectivement retourner la situation? Le virage a été pris il y a quelques années déjà et ce virage numérique a été assez clé. Pareil, il y a eu un peu de réticence, il y en a toujours un peu. On a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on ferait autrement, est une phrase malheureusement bien trop récurrente. Mais ce virage a été pris avec effectivement, si on parle pure business, avec des relais de croissance apportés par le numérique qui sont significatifs aujourd'hui pour une part des galeries, grâce à certains acteurs qui ont réussi à être des vitrines, visibles mondialement pour certaines galeries qui avaient un marché qui était, soit très local, soit national, mais qui a pu s'ouvrir au monde grâce à ça. Mais qui du coup est devenu vite très concurrentiel, avec cette difficulté d'être noyé dans une masse. Alors à part quelques top artistes qui ont une visibilité et une notoriété mondiale, pour les autres, c'est plus difficile de déclencher des achats dans cette masse de propositions. Pas mal d'acteurs qui ont essayé de s'ouvrir sur le numérique soit ont disparu, soit souffrent terriblement parce que c'est pas des pièces, majeures ou importantes. Pour les maisons de vente, le relais de croissance a été incroyable et a pas mal changé la donne. 80 je crois des ventes se font aujourd'hui, en ligne, pour les maisons de vente. Ouais, et on le voit, dans les maisons de vente physiques, à part les grandes ventes, qui défraient la chronique, les espaces sont vides. Enfin, le commissaire-priseur, joue du marteau tout seul devant surtout des écrans. C'est assez marrant d'ailleurs ce changement. Donc oui, le numérique est indispensable. On n'est pas encore arrivé. Le bon moyen n'est pas encore trouvé. La bonne méthode, à part encore une fois pour les top artistes dont les œuvres sont connues et cetera, mais pour, les plus jeunes artistes
il y a encore des choses à faire, il y aura encore un renouveau à apporter, mais quand je dis ça, je dis rien. Mais de mon point de vue, je ne parle que pour moi, il manque encore quelque chose de vraiment innovant et qui apporterait une respiration au marché physique, enfin le marché des galeries physiques sur le numérique et qui bousculerait les codes et qui apporterait à la fois, rassurerait les acheteurs et conforterait les vendeurs, galeries ou artistes. Et justement, comment on peut accompagner les galeristes et les acteurs du marché de l'art, de tout l'écosystème, à bien communiquer, alors, dans votre cas, avec les entreprises, donc sont votre cœur de métier et sur lequel vous avez le plus d'expérience à partager avec nous? La matière qu'ont les galeries est extraordinaire en termes de visibilité, c'est-à-dire que les œuvres par elles-mêmes sont des choses que les gens ont envie de voir et d'un point de vue communication numérique, il y a beaucoup à faire. Certains y arrivent merveilleusement bien et quand on parlait de tournant numérique, tout à l'heure, j'étais vraiment axé sur la partie, utilisation du numérique pour les ventes. Pour la communication, vous avez raison d'y revenir parce que là, il y a un tournant à prendre qui est pas du tout assez pris parce que la matière est extraordinaire. Le public est très réceptif au sujet artistique et tout type de public. C'est-à-dire qu'on arrive à attraper un public assez large et même plus jeune, de jeunes futurs collectionneurs qui n'ont pas encore l'idée d'acheter, mais si on les nourrissait suffisamment, pour aller franchir la porte d'une galerie. Parce que ça va mieux, mais pousser la porte d'une galerie il y a encore, une petite dizaine d'années, c'était quand même angoissant parce que personne ne vous accueillait et vous étiez un peu zioté avant de savoir si vous étiez légitime ou pas à rentrer. Heureusement, ils ont fait enfin pour une bonne partie, ils ont beaucoup évolué sur le sujet et ils accueillent beaucoup plus chaleureusement, les visiteurs. Mais ce tournant du numérique pour la communication est essentiel. Nous, à notre petite échelle, on a créé alors on a plusieurs outils, Instagram, LinkedIn et sur Instagram, qu'on relaie aussi sur LinkedIn, on a un format qui s'appelle Behind the Gallery où on va justement à la rencontre des galeries et on les fait parler sur l'exposition en cours évidemment et sur leur travail et cetera, sur certains savoir-faire comme, l'encadrement. C'est de faire parler de ces métiers-là, les faire connaître, à notre, communauté entre guillemets qui est justement nourrie de surtout de chefs d'entreprise et pour, faire toujours ce pont entre ces 2 mondes et faire connaître ces 2 mondes-là. Le marché de l'art ancien a besoin justement d'attraper un nouveau public et la matière est tellement extraordinaire dans l'art ancien et tellement vaste que transmettre des messages, apporter de nouvelles informations et montrer de belles choses, c'est tout ce que les gens recherchent quand ils se baladent sur leur téléphone. C'est tout à fait ça. Et je voulais parler de vos publics et donc aussi de votre marché. Aujourd'hui, donc, vous êtes concentré en France, en Europe, ou bien vous avez aussi des visées outre-océan, donc États-Unis, voire vers l'Asie. Comment ça se passe? Alors, la manière dont j'ai construit Bayard est entre guillemets «en bon père de famille». C'est-à-dire que c'est une croissance contrôlée et progressive, qui enlève rien à l'ambition, mais c'est de faire les choses progressivement et essayer de faire le mieux possible. On a ouvert il y a plus de 3 ans en Belgique pour justement apprendre à développer un nouveau pays et apprendre à gérer, cette croissance. Ça a été un super succès et du coup, cette année, on a ouvert en Italie, on va ouvrir aux Pays-Bas, on est présent aussi au Luxembourg et à Monaco et on va grandir comme ça en Europe. Pour l'instant, la vision outre-Atlantique, elle fait pas partie du scope. Ça veut pas du tout dire qu'on se l'interdit, mais il y a déjà beaucoup de travail à faire en Europe et on va se concentrer sur le marché européen pour le développement des activités. J'ai l'impression, mais que en fait, ce travail-là, c'est un travail de relation humaine et personnelle. Et en fait, s'élargir sur un marché à l'international, il faut avoir pignon sur rue, avoir une présence physique et donc ça comporte tous les investissements et les charges qui vont avec. Donc, je comprends aussi que votre stratégie, c'est une stratégie réfléchie, linéaire, mais organique, mais qui porte tout aussi ses fruits, hein. C'est tout à fait légitime. Exactement. Bayard est constitué que d'anciens acteurs du marché de l'art. On a des anciens galeristes, des anciens commissaires d'exposition et cetera. Et vous parlez de relationnel, tout à l'heure. C'est justement ce relationnel qu'on tisse avec, les galeries. Aujourd'hui, on travaille avec, à peu près 350 galeries, en France et en Europe. Et c'est ce lien, qu'on arrive à créer avec elles qui est, la clé de notre succès et auquel on tient parce que c'est des liens profonds de passionnés qui œuvrent pour diffuser, l'art en entreprise,
Mais ce trait commun, c'est la passion. Et on ne peut pas travailler en mass market. On est sur un travail de niche, de relationnel avec les galeries, de relationnel avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Et du coup, on veut, voilà, toujours avec détermination et ambition, mais grandir intelligemment. Tout à fait. Et ben, je pense que c'est une mission à laquelle nous adhérons avec enthousiasme. Surtout, donc, on vous souhaite plein de succès dans les années à venir. Édouard, pour conclure donc, notre épisode, on demande toujours à nos invités de nous citer un livre que vous souhaiteriez recommander à nos auditeurs. Alors, l'exercice est difficile. J'ai fouillé ma bibliothèque d'ouvrages artistiques en essayant de trouver quelque chose de très intello ou très philosophique. Ou je me dis, tous vos auditeurs doivent déjà les connaître et on a avis très tranché sur le sujet. Donc, j'ai fait un pas de côté, ce qui est un peu notre ADN chez Bayard, en pensant à La Panthère des Neiges de Tesson. Pourquoi La Panthère des Neiges de Tesson? C'est surtout ce qui m'intéressait, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre, c'est que Sylvain Tesson, pour ceux qui ont lu plusieurs de ses ouvrages, était centré sur l'action, le mouvement et un peu lui-même pendant toutes ses œuvres avant La Panthère des Neiges. Et il a fait cette rencontre avec Munier qu'il a ouvert à la nature, c'est-à-dire que cette nature qu'il a traversée dans le monde entier, finalement, il s'est rendu compte qu'il ne l'observait pas et qu'il avait besoin d'un guide pour tout d'un coup poser son regard sur ce qui était autour de lui depuis des années. Et pour la première fois dans un livre, il admire quelqu'un et son regard se pose à la fois sur cet homme et sur le monde. J'aime cette idée que pour s'éveiller à l'art, il faut que quelqu'un vous prenne un peu par la main et vous montre simplement les choses. Et Munier le ferait quasiment sans un mot. Il le fait simplement par une espèce de présence, parce qu'il est. Et Tesson se met à regarder la nature et à observer cette nature qui est autour de lui, juste grâce à ça. Et j'espère on va pouvoir être, nous, Bayard, ces passeurs-là à un moment, ou au service de ces passeurs-là, de dire, tiens, regarde, c'est juste là devant toi, le marché de l'art est juste là devant toi. Il suffit juste de t'asseoir et de regarder. Le reste, laisse-toi aller. Très beau message. Eh bien, Édouard, je vous remercie pour votre temps et votre disponibilité. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi c'est oui, à 100%. Super moment. Merci pour votre accueil, cet échange. Et à très bientôt, j'espère. Et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.